Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire de la rentrée. On est ravis de vous retrouver après cette pause estivale. Alors, je me présente, je m'appelle Charline Doche, je suis responsable du marketing chez QuickSign. Et avec moi aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Fouquet, qui est notre directeur commercial. Bonjour à tous. Alors, pour rentrer, tout de suite dans le vif du sujet, vous savez que chez QuickSign, notre métier au quotidien, c'est de s'assurer que nos clients, en l'occurrence les services financiers, puissent mettre en place ce qui est le mieux sur le marché en matière d'onboarding digital, avec les parcours digitaux les plus efficaces, les plus fluides et les plus performants possibles. Alors, vous avez sur la slide ici quelques exemples, d'acteurs avec lesquels nous travaillons dans l'univers de la banque et du crédit. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte autour du thème de ce webinaire, qui est, je le rappelle, onboarding digital, quelle carte à jouer pour les banques retail. En fait, on trouvait intéressant de faire le point maintenant sur l'état d'avancement de la digitalisation des parcours d'onboarding des banques, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on constate que la course à l'acquisition digitale bat son plein, avec des niveaux de performance, vous l'aurez remarqué, qui sont assez contrastés d'un établissement à l'autre. Les banques en ligne conservent une avance considérable en termes de performance de leur parcours, tout en démontrant depuis quelque temps qu'elles sont aussi capables de renouer avec une croissance rentable. Et en parallèle de ça, on a les banques retail ou banques traditionnelles qui ont effectué aussi, sur ces derniers mois, sur ces dernières années, de gros efforts d'investissement, d'équipement en matière de digitalisation. Donc en fait, c'est tout ça qui nous a amené à nous interroger sur les étapes qui restent à parcourir pour que les banques retail atteignent les mêmes résultats, les mêmes niveaux de performance que les banques en ligne. Ce sera notre problématique. Alors, comment va se dérouler la session? On va avoir à peu près 40 minutes de présentation. Ensuite, bien sûr, vous pourrez nous contacter, nous poser vos questions et on s'attachera, à y répondre dans un temps 2. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, cette, session est enregistrée, donc le replay sera disponible, vous pourrez nous le demander. Et Jean-Marie, je te donne la parole et je te laisse peut-être le partage. Bien. Merci Charline. Alors, c'est bon, mon écran s'affiche correctement? Oui. Très bien. Donc pour planter un peu le décor en début de session, ce qu'on voulait, c'était illustrer un peu ce que l'avant-propos de Charline avec des éléments un peu factuels de ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché français. Donc on a extrait de différentes études, différents métriques qui nous paraissaient intéressants. Le premier, c'est qui vient illustrer le fait que l'UX est vraiment le cœur de la problématique, c'est le fait qu'un consommateur sur 5 a renoncé à ouvrir un nouveau compte au cours de l'année écoulée, car l'opération prenait trop de temps ou était trop confuse. Ce qui est intéressant dans l'UX digital, et là pour le coup c'est un lieu commun, mais c'est vraiment que basculant d'un modèle assisté en agence à un modèle self-care en ligne où le consommateur est complètement autonome, il faut viser au maximum la simplicité pour s'assurer qu'il puisse parvenir à ses fins avec un minimum de temps, un minimum de charge mentale et une simplicité presque intuitive. Donc ça, c'est le premier point et on verra que c'est un fil rouge tout au long de ce parcours, tout au long de cette session. Le deuxième point qui est assez marquant, c'est que quand on regarde les entrées en relation bancaire en ligne, donc les clients qui sont finalisés intégralement, enfin les prospects qui sont closés en tant que clients par des établissements bancaires via un parcours en ligne exclusif, force est de constater que les banques en ligne dominent de manière écrasante ce canal d'acquisition puisqu'elles captent 75% des entrées en relation en ligne. Donc c'est intéressant de voir que ces banques en ligne qui ont une taille de marché qui est importante, mais qui reste relative aussi par rapport aux acteurs historiques, surperforment sur le canal digital et surperforment avec un rapport de 3 par rapport à leurs concurrentes retail traditionnelles qui sont installées dans le paysage bancaire français depuis beaucoup plus longtemps. Et le dernier élément qui nous paraissait vraiment marquant, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un problème de conquête de nouveaux clients en ligne, mais d'un sujet de conquête de parts de marché au sens large. Parce que si on prend un peu de recul et qu'on quitte le seul prisme du tout digital et qu'on regarde l'acquisition de nouveaux clients au sens large, quel que soit le canal, le online et le offline, eh ben, la tendance qui se dégage sur ces dernières années, c'est que le taux de croissance des banques en ligne est bien supérieur à celui des banques
retail. Donc le métrique qu'on a mis en lumière ici, c'est que c'est 5,7% de croissance moyenne de la clientèle des banques en ligne depuis 2021. 5,7%, ça veut dire que le taux de croissance moyen des banques en ligne est 6 fois supérieur environ aux banques retail qui performent le mieux aujourd'hui en termes d'acquisition client, à savoir les mutualistes, donc Crédit Agricole et Crédit Mutuel, et que les banques nationales, elles, souffrent encore plus puisqu'elles sont, justement elles sont en décroissance. Donc, toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de se dire quels sont les facteurs clés de succès sur l'onboarding digital au sens propre et comment est-ce que ça vient impacter la course à l'acquisition et à la part de marché au sens large au niveau du marché? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre. Et avant de creuser un peu et de faire un état des lieux en fait des différents éléments qui peuvent expliquer ce décalage, il est important de rappeler que les banques retail ont de nombreux atouts. Et c'est tout le paradoxe, c'est que malgré les forces qui sont propres à ces banques retail, elles continuent à souffrir face aux banques en ligne dans la capacité à acquérir de nouveaux clients en ligne en particulier. Et donc, si on regarde les avantages des banques retail, euh, le premier qui est évident, c'est qu'elles ont une meilleure notoriété aujourd'hui, même en ligne, que les banques en ligne ou les néobanques, puisque quand on regarde un peu les requêtes qui sont faites en recherche organique sur Google et sur les différents comparateurs, force est de constater chacune de ces marques reste très présente dans l'imaginaire des Français et que quand ils se posent la question d'accéder à des services financiers, ces marques-là sont incontournables. Un autre élément qui plaide plutôt en faveur des banques retail, c'est qu'elles ont des programmes de primes à l'ouverture qui peuvent être significativement plus avantageux que leurs concurrentes en ligne et néobanques, donc avec un incentive financier qui en plus est différenciant. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est que la plupart de ces banques retail ont fait des investissements technologiques au cours de ces toutes dernières années pour pouvoir proposer une expérience d'entrée en relation qui soit 100% en ligne. Alors avec une brique technologique assez emblématique qui est l'identification vidéo type PVID qui aujourd'hui a été mise en place par certains de ces établissements. Donc en fait, on a tous les éléments de base, les briques de base, que ce soit au niveau de la marque, au niveau de l'incentive financier, au niveau des parcours, des solutions technologiques pour pouvoir tenir la dragée haute aux banques en ligne et aux néobanques. Et pourtant, ces établissements full online, aujourd'hui, continuent de creuser l'écart. C'est pas qu'ils arrivent à maintenir l'écart, c'est qu'ils continuent de creuser l'écart sur ce sujet de l'onboarding digital. Et un facteur intéressant qui va nous permettre d'ouvrir un peu la boîte et de comprendre, c'est que quand on regarde un processus de bout en bout entre la première question répondue au formulaire et le moment où le client obtient son RIB, on a des durées de parcours qui sont absolument pas les mêmes. Le parcours d'ouverture d'un compte en ligne dure 1 jour en moyenne pour une banque en ligne versus 7 jours pour une banque retail. Et quand on parle ici du parcours complet, c'est-à-dire le client a fait tout ce qu'il avait à faire au niveau de l'onboarding digital, là, il a été validé et il a obtenu son RIB. Donc on est sur des durées qui sont très éloignées les unes des autres et sur lesquelles on peut s'interroger sur la capacité des banques retail à compresser cette durée pour réussir à aller chatouiller les banques en ligne dans une économie où les consommateurs sont habitués à de l'instantanéité. Parce que ce n'est pas simplement un problème bancaire, c'est qu'aujourd'hui, le réflexe qu'ont les consommateurs, c'est d'avoir accès aux biens et aux services qu'ils requièrent de manière quasi instantanée. Amazon nous a tous habitués à la livraison à J+1, Netflix a l'accès instantané à un catalogue quasi infini de contenu. Et force est de constater que, quelles que soient les générations aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement des jeunes, mais de toutes les générations, la durée d'accès est de moins en moins comprise par les consommateurs. Et c'est ce qui explique aussi le fait que les banques en ligne réussissent à capter une audience qui n'est plus simplement celle des moins de 25 ans. Alors, Merci Jean-Marie. On a fait un certain nombre de constats. Je pense que ça lance bien, le sujet. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il y a une telle différence entre banque retail, banque traditionnelle et banque en ligne. tout à fait. Donc du coup, on va essayer de comprendre cette différence en creusant trois aspects.
qui sont assez structurants. Le premier va porter sur la complexité de l'offre. Alors, on pourrait plutôt partir de la richesse de l'offre des banques retail, qui ont une largeur de catalogue qui est supérieure à celle des banques en ligne, mais qui peut souvent résulter à plus de complexité dans les parcours en ligne, dans les parcours complètement digitaux. Justement, cette complexité des parcours, on va le voir, elle est liée à ce côté un peu foisonnant de l'offre, mais aussi à la complexité inhérente de business qui ont été pensés autour du canal agence historiquement, qui se sont ouverts à un mode omnicanal, mais la gestion d'un mode omnicanal est complexe et réussir à créer une expérience simple à partir d'une gestion complexe de plusieurs canaux, c'est un des facteurs de frein pour permettre aux banques retail de simplifier et d'accélérer l'onboarding digital de leurs clients. Et le troisième point qu'on va creuser, c'est essayer de comprendre en fait pourquoi les banques en ligne réussissent pour le moment à accentuer la différence avec les banques retail en essayant de comprendre en fait quelles sont les clés de leur processus d'industrialisation de gestion de l'onboarding digital et comprendre du coup quels sont les verrous qu'on pourrait réussir à faire sauter pour permettre aux banques retail de rattraper ce retard et de elles aussi rentrer dans un cycle vertueux d'amélioration continue qui leur permettrait de se rapprocher de leurs concurrentes. Alors, sur la richesse de l'offre, un élément qui est absolument central et qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques retail sont des acteurs qui ont vocation à adresser l'ensemble du marché. Si on devait paraphraser McDonald's, la promesse d'une banque retail, c'est venez comme vous êtes et je vais être capable de vous fournir une offre de services financiers qui est adaptée, quelle que soit votre situation, votre maturité digitale, votre situation professionnelle, que vous soyez salarié, indépendant, agriculteur, avec des revenus fixes ou des revenus extrêmement variables. La banque retail a vocation à pouvoir adresser l'ensemble de ces catégories. La banque en ligne, en revanche, et ça c'est important de le considérer, a suivi une trajectoire inverse. C'est-à-dire que les banques en ligne, il y a une quinzaine d'années, pouvaient avoir tendance à essayer d'accueillir un panel de clients assez large. Et au fur et à mesure, dans une démarche d'industrialisation de leur processus, ils se sont volontairement concentrés sur des cibles dont les comportements de souscription euh, correspondaient parfaitement à leur modèle. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les banques en ligne font le choix délibéré de se concentrer principalement sur des salariés plutôt jeunes, urbains et avec une forte maturité digitale. Donc nécessairement, en adressant, on pourrait presque oser le mot de niche, mais même si ça représente une part significative de la population, mais en adressant un segment limité de la population, elles peuvent du coup gérer une offre beaucoup plus simple et une distribution aussi qui va être beaucoup plus simple. On trouvait intéressant d'illustrer un petit peu ce côté riche et profond de l'offre des banques retail en vous montrant une capture d'écran de l'une d'entre elles. Qui vraiment correspond à ça, c'est-à-dire une capacité à proposer des offres avec des frais bancaires qui sont très différents et des avantages que vous voyez listés sur l'onglet de gauche qui correspondent, on va dire, à des styles de vie différents et, et sur lequel on se retrouve face à un tableau double entrée présenté de manière certes très élégante, mais sur lequel il faut que le client se pose 2 minutes dans un modèle self-care pour vraiment discerner quelle sera l'offre la plus pertinente pour lui. Et justement, cet effort qui est demandé au client, eh ben, il n'est pas forcément évident à faire, surtout quand on se penche sur les modes de consommation et les modes de souscription qu'on voit de plus en plus dans les services financiers. À savoir, quelqu'un qui est souvent chez lui et qui, depuis son canapé, va vouloir souscrire rapidement suite à l'exposition d'une pub, d'une banque en ligne ou d'un événement de la vie qui vient de se déclarer. Et la manière en fait dont ces prospects vont faire leurs investigations et leur due diligence, c'est de se tourner vers les établissements qu'ils connaissent déjà ou qu'ils ont déjà entendu parler, mais tout de suite avec une approche comparative. Et en ligne, contrairement à l'agence, vous êtes toujours à un clic de votre concurrent. Et c'est une réalité, c'est vraiment la manière dont les consommateurs réalisent leurs arbitrages et font leurs choix. En agence, à l'inverse, quand quelqu'un a franchi le seuil de l'agence, évidemment, votre capacité à le convertir en client est beaucoup plus élevée, puisque justement, la relation est déjà quasi exclusive. Et donc, du coup, la capacité à gagner le prospect à ce moment-là de la décision va tenir dans la simplicité de
d'affichage de l'offre et de la proposition de valeur qui est faite. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a effectivement, on voit la homepage de Boursobank où la proposition de valeur est extrêmement simple. Elle est 100% axée sur le prix. Pas de frais de tenue de compte. Les comparaisons avec les tarifs de gestion des concurrents et la prime d'ouverture. Voilà. Il y a une seule variable. C'est généralement la variable qui est clé pour ce type d'audience qui consomme à distance et qui veut souscrire à un service financier. Et force est de constater que si on prend l'exemple ici d'une jeune étudiante qui depuis son canapé se pose la question de souscrire à un compte, il est évident que l'attractivité, on va dire, de la proposition initiale du côté gauche est plus forte que celle du côté droit qui demande en fait un effort beaucoup plus conséquent et en fait et de prendre en compte un plus grand nombre de variables. Et donc, du coup, là, finalement, nous n'avons pas parlé d'onboarding digital à proprement parler, mais plutôt de pré-onboarding. La plupart du temps, sauf s'il a répondu à quelques questionnaires qui l'aident à distinguer parmi les différentes offres qui sont proposées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces parcours banque retail et ces parcours banque en ligne, en fait, sont très différents dans la manière dont ils sont mis en place. Et ils sont très différents pour une raison qui est assez simple, c'est que les parcours des banques traditionnelles sont plus longs parce qu'ils gardent dans la manière dont ils sont construits l'ADN de la banque retail, à savoir le côté foisonnant de l'offre et la possibilité d'être accompagné dans une aide au choix qui n'est pas forcément simple. Et nous, on s'est intéressé tous les ans, on fait un petit état des lieux en fait des parcours d'onboarding digital des banques. Et là, c'est les chiffres de cette année. Et on s'est amusé à isoler trois indicateurs qui nous paraissent assez emblématiques du niveau de simplicité atteint par les parcours, à savoir le nombre d'étapes dans le process, le nombre de questions posées qui servent à la banque à qualifier le prospect qu'elle a en face d'elle, le nombre moyen de justificatifs demandés et qui résulte évidemment sur le temps total du parcours à la fin. Et on voit qu'entre la banque en ligne et la banque traditionnelle, on a un rapport du simple au double, voire quasi au triple. Et encore une fois, c'est assez simple de comprendre que pour une banque traditionnelle, ce sujet du nombre d'étapes, du nombre de questions posées et du nombre de justificatifs, qui est un élément qui a beaucoup de sens en fait, parce que ça permet de qualifier le client avec un très haut niveau de granularité et donc de lui vendre du produit à forte valeur ajoutée, et bien ce qui performe extrêmement bien en agence pose de nombreuses difficultés en ligne parce qu'encore une fois, en ligne, il n'y a pas ce modèle d'assistance de l'agent, on est dans un modèle pur self-care et du coup, le niveau de travail qui est demandé au client final est beaucoup plus important et l'indicateur final, qui est l'indicateur maître, c'est le temps total du parcours qui dure 5 minutes en banque en ligne contre 15 minutes dans une banque traditionnelle. Donc, on a un rapport du simple au triple qui forcément génère de la déperdition et vient impacter les métriques de conversion sur le parcours. Puisque dans le digital, chaque question posée, chaque étape intermédiaire, chaque document demandé sont des facteurs de drop de conversion. Et donc, la multiplication des étapes vient impacter de manière négative et de manière exponentielle la capacité à atteindre des taux de conversion qui soient vraiment bons. Et donc, du coup, si on garde en tête la promesse qui est faite sur les parcours en ligne mis à disposition par des banques retail, à savoir ouvrez votre compte en 15 minutes, qui, soit dit en passant, est une promesse qui est, en termes juste de temps, déjà inférieure à celle qui est mise en avant par les banques en ligne, qui vont plutôt se prévaloir d'une ouverture de compte en 5 minutes. Et ben en fait, on se rend compte que le flux réel de prospects qui va être converti en client via ces parcours est un flux qui est assez faible parce que il y a énormément de facteurs de déperdition qui vont intervenir tout au long du funnel. Donc, c'est ouvrez votre compte en moins de 15 minutes, mais si et seulement si vous avez l'ensemble des justificatifs demandés à portée de main, si vous avez l'ensemble des réponses aux questions qui vont vous être
qui vont vous être posées à portée de main. Si vous êtes déjà au clair sur à quelle agence vous devez être attaché ou vous voulez être attaché, si vous êtes prêt à potentiellement faire l'étape finale de check dans l'agence, et si d'un point de vue technologique, vous avez le portable et la connexion qui vous permettent de passer au travers d'une vidéo identification qui requiert de la Full HD, ce qui n'est pas généralement le cas au niveau des banques en ligne qui qui font des arbitrages au niveau de la capture vidéo qui sont plus en faveur de la conversion. Et donc, cette expérience qui est plus complexe génère de la déperdition. Alors, forcément, cette déperdition, elle n'est pas forcément irrémédiable au sens où un client qui a entamé son processus d'entrée en relation, on va forcément lui proposer un rebond en agence. Et de fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les flux, que le site d'entrée en relation des banques retail est un filtre très efficace pour gérer les rendez-vous en agence parce qu'il permet une étape de préqualification qui vient réduire la charge administrative du conseiller. Mais du coup, il ne remplit pas son objectif de dispositif véritablement industriel permettant de recruter des clients de masse en toute autonomie et avec un niveau d'automatisation avancé. Et donc en fait, on arrive à un espèce de double standard où vous avez deux parcours unitaires, un parcours banque en ligne et un parcours, donc le parcours des banques en ligne et le parcours des banques retail digitalisées, qui ont la même promesse frontale, à savoir une ouverture de compte rapide en mode self-care, mais qui en réalité servent des objectifs légèrement différents. D'une part, du côté de la banque en ligne, un dispositif industriel complètement automatisé, ou le plus possible, et d'autre part, au niveau de la banque retail, un dispositif d'acquisition digitale qui permettent de qualifier des leads qui ont vocation pour la plupart d'entre eux à être closés, à être conclus en agence. Et donc forcément, ça va avoir une influence aussi dans la capacité des banques retail à se mettre à niveau par rapport aux banques en ligne. Et c'est tout notre sujet de cette troisième partie, le défi de l'amélioration continue. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de dire, si on regarde un petit peu justement les effets rebonds du traitement des leads au sein des processus d'onboarding, qu'est-ce qu'on peut observer? On observe que pour une certaine quantité de leads arrivant sur le site web, vous allez avoir avant même que commence le parcours, enfin à la première étape du parcours, un certain nombre de clients qui vont partir directement parce qu'ils étaient juste là pour prendre de l'information, ça ne leur correspond pas, c'est le taux de rebond. Vous allez avoir un certain nombre de clients qui prennent un tout petit peu d'informations, mais qui vont directement basculer en agence sans même initialiser leur processus d'onboarding en ligne, et une part importante qui vont entamer une démarche en ligne, au vu notamment de la promesse de rapidité et d'efficacité qui est affichée dès la homepage. Mais à y regarder de près, ce qu'on voit, c'est que si on considère les flux initialisés en ligne, force est de constater que la plupart des prospects vont venir in fine grossir le flux qui est conclu en agence, et seule une toute petite partie d'entre eux va réussir ou va vouloir aller jusqu'au bout du parcours web en mode complètement self-care. Donc finalement, on a un parcours en ligne qui est mis à disposition, qui permet de faire, mais qui est sous-utilisé, en particulier dans les dernières étapes du processus, à savoir la signature du contrat entre la banque et le client. À l'inverse, sur les banques en ligne, on n'a pas cette diversité de canaux, donc c'est assez binaire. Soit on réussit à convertir directement le prospect en ligne, soit on n'y arrive pas. Mais du coup, nécessairement, les flux entrants, les flux de nouveaux clients sont à 100% issus du canal web. Et donc, le poids de ces parcours digitaux est effectivement est nécessairement bien supérieur à celui des banques en ligne, des banques retail, pardon. Et on pourrait se dire, après tout, finalement, est-ce que c'est un problème? Parce que les banques retail, dans leur philosophie, il y a cette proximité du réseau d'agences. Il y a quand même une appétence encore forte des gens pour voir un conseiller bancaire, avoir de l'aide au choix, et finalement un parcours web qui fait son travail de qualification sans être complètement transactionnel, ce n'est pas nécessairement un sujet. Et en réalité,
Et la réalité, c'est que ça pose vraiment problème et ça fait poser un risque presque systémique pour pour ces établissements, parce qu'il y a un risque de déclassement. Si on regarde un petit peu comment fonctionnent aujourd'hui les, les organisations les organisations industrielles mises en place par les banques en ligne, eh bien, elles sont engagées dans un processus d'amélioration continue qui leur permet de conserver un avantage comparatif sur l'onboarding digital, voire même à accélérer l'écart. Et comment fonctionne ce cercle vertueux d'amélioration continue? D'une part, la primauté du canal digital fait qu'il capte la plupart des investissements en termes d'équipe, en termes de technologie et d'équipe. Les banques en ligne vont s'attacher les services des gens les meilleurs dans l'industrie sur la capacité à orchestrer des parcours efficients en termes d'UX, en termes de conversion, et vont faire des choix technologiques qui seront toujours en faveur de la capacité à convertir en mode self-care des prospects. Ces investissements permettent à ces établissements d'être à la pointe en termes d'innovation sur ces parcours. Non seulement d'être à la pointe, mais aussi de se nourrir des évolutions de marché qui s'accélèrent aujourd'hui. Les cycles réglementaires, on peut penser à eIDAS V2, on peut penser aux différents référentiels qui ont été créés sur la vidéo-identification, les cycles technologiques aussi, avec les évolutions d'équipement des consommateurs, les nouvelles possibilités offertes par la 5G et les évolutions comportementales, les appétences des clients pour un accès instantané aux services demandés, ou aussi de l'autre côté du spectre, les capacités des fraudeurs à itérer sur les patterns de fraude, et ben tout ça demande une organisation, demande une réponse, et cette réponse ne peut être donnée que par une organisation extrêmement agile qui a une capacité à répondre par des cycles d'innovation qui soient courts pour être toujours à jour par rapport à ce qui bouge, pour être toujours à jour et pour aussi influencer potentiellement ces évolutions de marché, puisque les banques en ligne ne se sont pas contentées de surfer sur des évolutions comportementales, elles ont créé aussi des nouveaux standards au niveau des attentes clients. Et ces innovations donnent lieu à une approche itérative. Il ne s'agit pas simplement de faire un investissement massif et de constater et de tirer les fruits en fait d'un investissement massif pendant 6 mois, 1 an parce qu'on est à la pointe. Elle donne lieu à des, une approche d'A/B testing permanent et une analyse data qui est au cœur de la machine qui est créée par les banques en ligne. Et c'est d'autant plus facile quand vous avez un flux qui est 100% digital. Quand vous devez réconcilier de la data avec des informations issues de votre SI qui résultent d'informations collectées en mode papier ou saisies à la main par un conseiller, etc. Vous avez une complexité et un foisonnement de la donnée qui est plus compliqué à gérer qu'une banque en ligne qui, elle, a un ensemble de variables qu'elle peut tester sur un flux homogène. C'est beaucoup plus simple. Et tous ces éléments-là leur permettent du coup de faire de l'optimisation de leur UX en permanence, d'aller chercher un meilleur taux de conversion. Et la performance de ces taux de conversion, qui est de plus en plus forte, justifie du coup le fait de continuer à investir et à réinvestir pour garder cet avantage concurrentiel significatif. Et le problème en fait que ça peut poser pour les banques retail, c'est que ce cycle d'amélioration, vertueux d'amélioration continue qui leur permet de creuser un avantage concurrentiel, risque de déboucher en fait, non pas sur un avantage parmi d'autres, mais sur la création de véritables barrières à l'entrée au niveau digital et même de barrières à l'entrée sur l'acquisition au sens large. On l'a vu en tout début, les banques en ligne captent aujourd'hui la majorité des entrées en relation, pas seulement sur le flux digital, mais sur le marché au sens large. Alors, elles ont une stratégie plus massive d'acquisition, certes. Les banques retail vont avoir tendance plutôt à se focaliser sur des segments de marché de clients rentables, de clients qui vont être principalisés, qui vont choisir la banque retail dès le début comme banque principale et sur lesquels ils vont pouvoir faire de l'upsell et dégager plus de valeur sur le client, certes, alors que les banques en ligne, elles, vont essayer de faire de la masse, vont avoir une part importante de leurs clients qui sont des clients principalisés dans une autre banque. Mais sauf que ce qu'on constate, c'est que de cette masse, ils arrivent à tirer un flux de clients rentable et une logique d'upsell et de principalisation qui commence à vraiment peser sur le marché français. Donc cette peur du déclassement, en fait,
digital, c'est pas simplement une petite angoisse qui n'a pas lieu d'être, c'est un vrai sujet de fond. Les fondamentaux des banques retail sont solides. Néanmoins, il faut anticiper en fait sur cet effet de trajectoire de moyen long terme qui a tendance à apparaître sur le marché. Et donc du coup, une fois qu'on s'est dit tout ça et qu'on prend en compte un peu les différentes complexités, la question c'est quelle est la réponse la plus adaptée par rapport au constat qui est fait. Et ce que nous, on voit chez QuickSign, puisqu'on travaille à la fois avec des banques retail et des banques en ligne, c'est que le meilleur moyen de s'affranchir de certaines contraintes qui sont souvent incontournables et difficiles à contourner, c'est de pouvoir mesurer à l'échelle très rapidement la capacité à être aussi bon qu'eux. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une méthodologie qui est une méthodologie on va dire, de test, on y reviendra un peu sur ce terme de test, qui permet de démontrer qu'un établissement retail peut convertir 2 prospects sur 3, à l'instar des banques en ligne, avec une réponse favorable en moins de 5 minutes. Et l'idée n'est pas tellement, on ne prétend absolument pas être la cause d'un chambardement complet du SI, de la culture d'entreprise, de change management, etc., mais juste de démontrer à une échelle réduite la capacité d'un établissement à pouvoir faire aussi bien qu'eux. Et donc, du coup, comment on a structuré cette offre qu'on appelle MVP? En fait, ce qu'on propose, c'est de tester les méthodes des meilleures banques en ligne via un parcours standalone en marque blanche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on prend dans le packaging de cette offre de MVP, les contraintes des banques retail qu'on vient de parcourir, à savoir des contraintes liées à la complexité de l'offre, à la complexité des parcours, le défi de l'amélioration continue, qui sont des contraintes structurantes sur lesquelles on n'a pas vocation à venir dynamiter tout ça. Mais on va essayer de proposer un pas de côté par rapport à ces contraintes-là pour permettre à un établissement de tester sa capacité à exécuter sur un parcours similaire et comparable à celui des banques en ligne. Donc on propose une offre de parcours marque blanche avec une distribution de produits simple, compte plus carte à débit immédiat, où on minimise le nombre de justificatifs au vu de la simplicité du produit, où on va pouvoir ne pas avoir à gérer la complexité de l'intégration complète au site web. On vous propose un canal standalone déconnecté du site de la banque et intégré à des canaux d'acquisition de leads partenaires de QuickSign qui nous permettent d'alimenter dès le premier jour avec un flux de clients réels. Et évidemment, l'ensemble de ces leads vont venir être transformés au sein d'un parcours digital qui est motorisé, si je puis dire, par la plateforme d'onboarding digital de QuickSign qui embarque nativement l'ensemble des briques technologiques conformes à ML, que ce soit lié à la vérification d'identité, au contrôle automatique des documents ou à la signature électronique, pour s'assurer que au sein de ce MVP, vous avez un parcours qui montre complètement patte blanche en termes de respect du cadre législatif, de la manière dont vous êtes audité par le régulateur. Et troisième point important, qui embarque aussi des solutions antifraude qui soient au standard du marché. Et peut-être un des points qui est important là-dessus, c'est que la visée ultime de la banque en ligne, c'est réussir à automatiser au maximum les processus. Qui dit automatisation dit aussi automatisation de la lutte antifraude. Et cette plateforme-là embarque un système de lutte antifraude qui est plébiscité aujourd'hui par les banques en ligne, donc qui vous offre les garanties nécessaires au fait de ne pas faire rentrer des brebis galeuses au sein de votre portefeuille client sous prétexte de faire un MVP pour une durée limitée. Et le dernier point, c'est que du coup, on a parlé du fait qu'on est déconnecté vis-à-vis du site web et on s'assure aussi que les connexions au SI bancaire sont limitées. Il y aura vraisemblablement besoin quand même d'une saisie manuelle dans le SI de la banque pour permettre l'obtention du RIB, mais au moins vous avez un dispositif qui atteint 95-99% de ce que peut être un parcours end-to-end dans une banque en ligne. Et l'intérêt de cette démarche pour nous, en fait, c'est de servir non pas juste de servir d'étincelle potentiellement. On est modeste dans cette approche, mais juste de servir d'étincelle pour des arbitrages internes qui vont être au service d'un changement au sein de la banque et qui vont pour pouvoir permettre à la banque de rentrer dans ce cercle d'innovation continue.
Pour sortir un petit peu du cadre qui aujourd'hui est celui qu'on peut rencontrer sur le marché, à savoir des départements métiers qui sont très conscients de la situation par rapport aux banques en ligne et qui vont venir solliciter la DSI avec un certain nombre de prérequis technologiques. Une DSI qui va livrer ces projets-là en mettant en place toutes les briques élémentaires, mais malheureusement en ne pouvant pas forcément contourner les contraintes qu'on a abordées et qui génèrent des parcours plus complexes avec un nombre de questions plus importantes, plus de justificatifs, etc. Et qui du coup résultent un an après sur un rétex qui montre que et ben en fait, il va falloir changer beaucoup de choses et on n'a pas prouvé cette capacité à convertir aussi bien que les banques en ligne malgré une volonté d'équipement qui est forte. Et ben nous, ce qu'on vous propose, c'est cette stratégie du pas de côté pour démontrer sur un flux limité, mais néanmoins significatif, qu'il y a une capacité à aller chercher de la conversion. Et ce test limité dans le temps doit pouvoir alimenter du coup une réflexion de fond sur les investissements à faire. Et là, on parle de tech, on parle d'équipe, mais on parle aussi de change management, contourner la manière dont le SI a toujours fonctionné, etc., pour permettre d'industrialiser ce qui a été prouvé sur un flux limité et véritablement, du coup, rentrer dans un cycle d'amélioration continue. Ces investissements peuvent se faire avec ou sans QuickSign. Avec, on est très content. Sans, c'est à la main des clients. Mais nous, vraiment, dans la démarche qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment se concentrer sur un test limité sur une capacité à convertir pour pouvoir du coup justifier derrière des réflexions internes d'investissement qui sont alimentées par de la data et de la data interne prouvée et pas simplement par des benchmarks externes vis-à-vis de concurrents. Bien, Et merci beaucoup Jean-Marie. voilà. Tu pourrais ajouter un dernier mot? Non, et évidemment, je remets ma casquette de directeur commercial. Si le projet, le sujet vous intéresse, eh bien, parlons-en. Merci beaucoup. On espère que ces réflexions vous auront inspiré. On vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.